Choisir le bon shaft. Vaste programme. S'il est un sujet dans le monde du golf qui fait dépenser beaucoup d'encre, comme beaucoup de salive, ou tout simplement beaucoup d'euros, c'est bien celui du shaft. Shaft que nombre de golfeurs qualifieront souvent d'élément le plus important d'un club de golf, alors que, même si effectivement le shaft compte pour beaucoup, les autres éléments du réglage d'un club sont également déterminants. Ainsi, celui de la tête avec tous ses paramètres, et ils sont nombreux, celui de l'équilibre du club, celui de son poids, celui de son grip dont le modèle, le poids, la taille, sous la main gauche, sous la main droite et la consistance ont souvent un effet stupéfiant sur le jeu du golfeur. Et comme dans une chaîne, ce sera finalement l'élément le moins adapté du club qui en déterminera la qualité. Alors souvent on me demande « ce shaft, est-il bon ?» Et je réponds toujours immanquablement « bon pour qui ?» Car en effet, ce qui compte, c'est que le shaft que vous utilisez soit bon pour vous, et pas nécessairement pour votre camarade de jeu ou pour tel ou tel golfeur que vous admirez sur le tour. Mais alors tous les shafts dont on pourrait dire qu'ils conviennent à tel ou tel golfeur se valent-ils? Non bien sûr, car il y a des différences de fabrication qui conduiront des shafts à être plus ou moins réguliers, shot après shot, que d'autres. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les plus réguliers seront forcément meilleurs pour vous. Ainsi, vous avez peut-être entendu parler des shafts TPT, dont les prix se comptent en plusieurs centaines d'euros, et qui, lorsqu'ils sont testés sur un robot, vont conduire à une distance de 200 mètres à moins de 3 mètres de dispersion. C'est effectivement une prouesse technologique tout à fait admirable. Mais si à 200 mètres, votre dispersion naturelle est de 15 mètres à droite ou à gauche, ou en distance, avec un shaft qui disperse, lui, sur un robot de 6 mètres, et que vous preniez un shaft qui ne disperserait plus que de simplement 3 mètres sur un robot, cela ne vous servira à rien, car ce sera votre dispersion naturelle qui prendra largement le pas sur celle du shaft. Mais évidemment, si vous allez vraiment très loin et que vous êtes assez régulier, vous le serez encore un peu plus, raison pour laquelle Bryson DeChambeau s'est équipé de tels shafts sur son driver. Après, il y a aussi des fabricants plus ou moins rigoureux et dont les shafts, à l'intérieur d'une même série de fer par exemple, seront plus homogènes que d'autres. Mais sur ce point, il y aura toujours des variations relativement significatives d'un shaft à l'autre. Et c'est au clubmaker, clubfitter professionnel qu'il appartiendra de faire les tris nécessaires et les réglages pour conduire à la meilleure homogénéisation possible, dont en particulier l'harmonisation des fréquences, dite frequency matching, et le réglage en oscillation linéaire, appelé FLO, qui consiste à faire qu'au moment de l'impact, la tête de vos clubs, qui sont alors soumis à des forces considérables, oscille aussi près que possible d'une ligne droite, et non pas en décrivant des ovales introduisant une dispersion évidente. Ceci étant, comment comparer deux shafts? Bien, voyez-vous, un shaft, cela se définit par son poids, sa flexibilité à la poignée, appelée flex, son profil de flexibilité de la poignée à l'extrémité, son point d'équilibre et son torque. Vous entendrez également parler du point de flexion, mais cette expression est intrinsèquement beaucoup trop vague pour véritablement pouvoir guider dans le choix du shaft. Ainsi, la méthode la plus couramment employée par les clubfitters, clubmakers professionnels est l'analyse du profil de flexibilité des shafts, ce qui se fait en mesurant la fréquence de vibration en différents points et de tracer des graphiques tels que celui-ci. Alors, voyez-vous, sur ce graphique, il y a par exemple 4 shafts. Vous voyez les deux du haut. Ils ont la même flexibilité à la poignée. En langage commercial, on va dire que ces deux shafts ont le même flex. Mais vous voyez que celui-ci est beaucoup plus flexible au milieu que celui-là, et que, à l'extrémité, eh bien, les flexibilités s'inversent. Vous comprendrez donc aisément que ces deux shafts ne sont pas du tout faits pour le même type de swing. Et puis, vous voyez en bas deux shafts qui pratiquement ont le même profil de fréquence sur toute leur portée. Et dans ce cas, vous pouvez fort bien avoir un shaft qui vaudra 60 € et un autre qui vaudra 200 € sans qu'il y ait vraiment de différence entre eux. Mais comment choisir tel ou tel shaft adéquat pour tel ou tel golfeur? Eh bien, cela passe par l'analyse de son swing. Je dis bien de son swing et pas uniquement de sa vitesse de swing comme vous le voyez ou l'entendez trop souvent. Et en fonction de la typologie du swing, et alors que les vitesses à l'impact pourront être semblables, le shaft devra être très différent. Il faudra en effet tenir compte du type de transition en haut du backswing, transition violente ou très soft, marquant presque un arrêt, ou intermédiaire. Il faudra tenir compte également du tempo du swing, également très important, qui pourra varier du simple au double.
et dont vous vous doutez bien que cela aura un effet marqué sur les forces qui s'appliqueront dans le downswing sur le shaft. Il faudra également observer et relever le moment du relâchement des poignets, car c'est au moment du relâchement des poignets que le club prend alors toute son accélération et, si on a suffisamment de vitesse, se tordra littéralement vers l'avant, on appelle ça le bend, et aussi vers le bas, qui est le droop, ce qui va avoir une incidence sur son lie dynamique à l'impact, raison pour laquelle le lie doit toujours être mesuré de façon dynamique et non pas à l'adresse, mais aussi sur son loft dynamique, qui pourra, lorsque le golfeur a beaucoup de vitesse et un relâchement vraiment tardif, devenir sensiblement plus élevé que le loft réel du club et qui, s'il n'est pas adapté, pourra, comme on dit, envoyer la balle au plafond. Bien sûr, on tiendra compte également de la capacité physique du golfeur pour éviter que les coups magnifiques des premiers tours ne se désagrègent à partir en général du 12e, et de sa vitesse de swing, habituellement mesurée au drive pour les drivers et les bois, et au fer 5 ou 6 pour les fers. Et vous voyez ainsi qu'un golfeur très rythmé, avec une transition douce et un relâchement des poignets intermédiaire, mais avec une vitesse importante, arrivé sur la balle, pourra parfaitement bien jouer avec un shaft senior, avec lequel il aura de très bonnes sensations. Et on verra également l'inverse se produire. Et ce sera donc en rapprochant les différents éléments du swing, transition, tempo, relâchement des poignets, dit release, vitesse de swing et capacité physique, que l'on déterminera de façon très rigoureuse, et non pas uniquement par tests successifs, le choix du shaft en fonction de son poids et de son profil de flexibilité à la poignée, au milieu et à l'extrémité, appelé le tip. Puis l'on optimisera ce choix à la recherche des meilleures sensations pour le golfeur. Maintenant, avant de conclure, je voudrais évoquer quelques idées reçues. Vous entendrez parfois, à propos des shafts, parler de kick, comme si le shaft réagissait comme un ressort que l'on bandait. On parle de load, puis qui se redresserait violemment vers l'avant pour donner plus de vitesse à la frappe, un peu comme le ferait une lame métallique que l'on aurait plantée dans le sol, que l'on tendrait vers l'arrière par l'intermédiaire d'un lien et qui reviendrait violemment vers l'avant au moment où on couperait ce lien. Ces expressions peuvent traduire certaines perceptions par le golfeur des mouvements du shaft. Mais en fait, il n'est rien de tel, ne serait-ce que parce que, au moment de la première partie du downswing, où l'on situe le load, le plan de swing est quasiment perpendiculaire à celui qu'on va constater au moment du relâchement des poignets, et donc du soi-disant kick. Et toute la vitesse donnée au shaft, et donc tout particulièrement en son extrémité, à la tête du club, n'est due qu'au transfert de l'énergie de rotation du corps, des hanches, des épaules et des bras, au moment où finalement ils ralentissent, où les poignets se libèrent et permettent ainsi ce transfert. À ce moment intervient l'effet dit du double balancier, extrêmement efficace et qui a produit un engin d'artillerie particulièrement redoutable au Moyen-Âge avant l'apparition de la poudre, le trébuchet, infiniment supérieur à la simple catapulte romaine, mais qui, cependant, reprenait le principe antique du fléau pour battre le blé. Le premier bras ralentit pour transférer au second une vitesse phénoménale. Ainsi, vous l'aurez certainement compris, pas plus que la poutre du trébuchet en est le moteur, le shaft n'est le moteur du club. Bien évidemment, ce moteur, c'est le golfeur lui-même, qui obtiendra plus ou moins de vitesse de swing en fonction de ses capacités physiques et athlétiques et du bon enchaînement des différentes phases de son swing, depuis la rotation des hanches jusqu'au relâchement des poignets. Et s'il fallait faire une comparaison, ce n'est certes pas du moteur du club dont il faudrait parler, mais de la transmission entre le moteur, qui est le golfeur, et la tête du club. Mais comme vous le savez, lorsque l'on parle de matériel de golf, le marketing n'est jamais bien loin. Et évoquer des moteurs plus ou moins puissants est un axe de communication d'autant plus intéressant qu'il s'adresse à un public habitué à se dire que plus il mettra de l'argent dans sa nouvelle voiture, plus son moteur sera puissant. Et le torque, me direz-vous? Le torque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le torque, c'est la faculté qu'a le shaft de se tordre dans le sens longitudinal sous l'effet de la force centrifuge. Et cela parce que le centre de gravité de la tête n'est pas aligné avec l'axe du shaft. Et cela se mesure en degrés autour de cet axe. Degrés pouvant aller de 2 degrés à 7 degrés. Alors faut-il en tenir compte? Oui, certainement. Et ici la règle est simple, et je reprendrai ce que nous en dit Tom Wishon, le maître universellement reconnu dans le domaine du fitting. Premièrement, ne jamais équiper des golfeurs puissants ayant un release tardif avec un torque supérieur à 4 ou 4,5 degrés. A l'inverse, ne jamais fitter des golfeurs ayant une transition et un tempo soft et un release à mi-chemin avec un shaft ayant un torque plus bas que 4 degrés. Car un torque trop bas
donnera une très forte impression de rigidité et de manche de pioche au club et la plupart du temps fera perdre en efficacité. Maintenant, on trouvera pratiquement toujours chez les bons fabricants des torques qui seront en rapport avec le profil général du shaft tel qu'évoqué plus haut. Mais en espérant avoir retenu votre attention sur ce sujet un peu ardu, je voudrais conclure par un point d'une extrême importance. Et je pense le plus important même, celui des sensations. La question des sensations n'est pas en effet qu'une question d'agrément. Elle est fondamentale, car en effet, de bonnes sensations conduisent à des swings répétitifs. Alors que si les sensations ne sont pas bonnes, le golfeur sera inconsciemment sans arrêt porté à rechercher de meilleures sensations et modifiera sans arrêt son swing, ce qui ne lui permettra pas une bonne régularité. Et c'est donc à cela que nous donnerons toujours la priorité. Merci de m'avoir une nouvelle fois suivi et si cela vous a plu, de mettre un petit pouce. Je vous souhaite une excellente saison avec des clubs magnifiquement adaptés par un clubmaker, clubfitter professionnel bien sûr.